Ce sont des images qui rappellent les pires moments du siècle dernier. Des hommes aux yeux bandés, les mains attachées, maintenus à terre à proximité immédiate d'un train. Des clichés pris dans le Xinjiang, une région de Chine où Pékin est soupçonné de se livrer à des persécutions de masse sur la minorité musulmane turcophone, les Ouïghours. Ces images d'abord diffusées en 2019 ont refait surface ces derniers jours. Elles ont choqué et poussé la France à sortir de son silence. Dans l'immédiat, nous demandons tout simplement à ce que la Chine permette l'accès des observateurs indépendants internationaux dans cette zone et qu'elle permette aussi à la haute commissaire aux droits de l'homme de visiter le Xinjiang en toute liberté. Des images satellites attestent de la présence de plusieurs camps dans cette région située à l'extrême ouest de la Chine. Certains accueillent jusqu'à 10 000 personnes. Camps de travail et d'internement, disent les militants des droits de l'homme. Camp de rééducation, répond la Chine. En fait, il s'agirait un peu des deux, d'après le témoignage de cette ancienne professeure dans un camp. Elle était chargée d'enseigner la propagande chinoise aux détenus. Elle dit avoir été le témoin de violences sur ces derniers. Parfois aussi le soir, au moment du dîner, on entendait des gens appeler au secours. Ces voix, ce sont les voix les plus misérables que je n'ai jamais entendues. On se disait qu'ils étaient en train de les torturer. Parmi les violences subies par les Ouïghours, il y a aussi les stérilisations forcées des femmes. Elles valent à la Chine d'être aujourd'hui soupçonnées de génocide. Les persécutions contre les Ouïghours durent depuis une dizaine d'années. Alors pourquoi la communauté internationale a mis autant de temps à réagir? Que peut-elle faire? Qui pour affronter la Chine? Voilà, et pour en parler, ce soir, nous recevons Nicolas Tenzer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Centre d'études et de la réflexion pour l'action politique. Et selon vous, le sort de cette minorité ne soulève pas l'indignation internationale, car il y a depuis trop longtemps une forme, dites-vous, d'accoutumance au crime. Il est nécessaire de mettre en place des sanctions contre le président chinois et l'ensemble des entreprises impliquées. À vos côtés, Antoine Bondas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de l'Asie. Vous enseignez à Sciences Po également. Et selon vous, ces dénonciations deviennent un problème pour la Chine, car cela pèse sur son image. Si les États-Unis ont déjà pris des mesures concrètes, il n'est pas dans l'ADN de l'Union européenne d'établir des rétorsions commerciales. Et puis, Laurence Defranoux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice reporter à Libération. Vous avez signé ce dossier donc, sur les Ouïghours qui a fait la une d'ailleurs du journal hier. Vous êtes l'auteur d'une longue enquête sur le sujet. Selon vous, la communauté internationale a été d'une lâcheté incroyable car cela fait plus de 2 ans que nous avons des preuves de l'existence de ces camps. Et pour notamment avec votre chiffre, il y a un chiffre du jour très éloquent, Jean-Mathieu. 1 million de Ouïghours sont emprisonnés actuellement dans des camps de travail. Ce sont les chiffres d'Amnesty International. Laurence Defranoux, vous avez signé un dossier de 6 pages dans Libération hier, Jean-Mathieu en parlait, et dans lequel, dans votre enquête glaçante, vous recueillez la parole d'une enseignante ouïghour exilée en Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle décrit ? Elle décrit 2 choses. Elle décrit d'une part la stérilisation massive qui est faite contre les femmes de cette région de Chine, uniquement les femmes qui sont issues de minorités ethniques majoritairement musulmanes. Elle-même a subi, il y a 3 ans, elle a été convoquée pour un examen gratuit à l'hôpital. Elle s'est rendue compte en arrivant que tout le monde était là, c'était toutes les femmes entre 18 et 50 ans. Et après lui avoir fait passer une radio et pris un peu au stéthoscope son cœur, on lui a, sans entretien, sans examen gynécologique, on lui a imposé un stérilet, ce qui est très brutal et violent. Et dans cette foule, il y avait des femmes très jeunes, des filles très jeunes. Elle dit qu'elle n'a pas vu une seule personne de l'ethnie Han, l'ethnie majoritaire chinoise. Et ça, c'est la première partie de son témoignage, qui ça démontre ce que le chercheur allemand Adrian Zenz, dans son dernier rapport publié fin juin, montre qu'il y a vraiment une campagne de stérilisation. C'est des stérilisations par stérilet, mais aussi par définitive, et qui vise à réduire terriblement la population ouïghour. Et par ailleurs, cette femme a aussi été embauchée comme enseignante, puisqu'elle avait fait des études de civilisation chinoise, comme enseignante de chinois dans ces camps de détention dont vous parliez, et dont elle décrit la réalité de l'intérieur. Donc elle était à la fois victime et témoin d'atrocités difficiles à concevoir aujourd'hui. Voilà, alors ça c'est le témoignage en effet de cette personne que vous avez rencontrée, mais c'est vrai que Nicolas Tenzer, on peut se demander pourquoi finalement Pékin s'acharne en effet sur cette communauté.
Il y a plusieurs raisons. Il y a une première raison, c'est qu'il y a une crainte toujours, effectivement, de la part de Pékin du séparatisme. C'est une longue histoire, effectivement. Antoine Bourdaz en a parlé un tout petit peu. Je dirais que cette communauté, ouïghour du Xinjiang, il y a eu une politique de ranisation, si j'ose dire, c'est-à-dire forcée, en quelque sorte, qui s'est déroulée déjà depuis extrêmement longtemps dans cette région. Il y a évidemment le fait que pour Pékin, c'est une région qui a quand même, c'est la deuxième région productrice de pétrole, quand même, en Chine. Il y a un tiers des ressources gazières également. C'est une région évidemment qui est très importante par rapport à l'objectif de Pékin dans toute l'Asie centrale. Donc stratégiquement, ça a évidemment une importance. Donc il y a cette peur bleue de Pékin, évidemment, qu'une partie de cette région n'échappe en quelque sorte à son contrôle. Et évidemment, tous les prétextes sont bons, y compris effectivement les allégations de terrorisme qui sont utilisées par un très grand nombre de dictateurs à travers le monde pour justifier ce genre de politique. Et évidemment, il y a un renforcement accéléré, surtout depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, parce qu'on a cette répression globale de la part de Xi Jinping dans une série de domaines. On le voit évidemment à Hong Kong, on le voit avec les menaces de Taïwan, on le voit, etc., avec un certain nombre d'autres actions de répression contre les défenseurs de droits de l'homme. Justement, Laurence de Franou, cette répression, elle ne date pas d'aujourd'hui. Non. Elle existe depuis des années, depuis au moins 10 ans. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, les opinions publiques mondiales, ou une partie, la découvrent ? C'est étonnant, c'est une très bonne chose. Hein. On est très heureux de ça, que soudain, la réalité de ce qui se passe là-bas explose au visage des lecteurs, à l'opinion publique, et que la classe politique, enfin, prenne publiquement position dessus, puisque ça fait, notamment depuis les émeutes d'Urumqi en 2009, qui avaient été très fortement réprimées, des émeutes qui étaient contre la sinisation de cette région. Donc depuis plus de 10 ans, la répression est de plus en plus forte. Les premiers camps ont été construits en 2014. La surveillance policière est terrible à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. En dehors des camps, c'est toute la région entière qui est comme une prison à ciel ouvert. C'est-à-dire, et on se fait... Il y a les emprisonnements extrajudiciaires dans les camps, mais il y a aussi tous les emprisonnements à l'extérieur. Ce qui fait qu'il y a au moins 300 000 personnes qui sont en prison pour des peines très lourdes, pour terrorisme, qui peuvent être... Terrorisme, ça peut être avoir refusé d'écouter la radio d'État, avoir refusé de fumer devant un dignitaire ouïghour, refuser de boire de l'alcool, avoir prénommé son enfant Mohamed, par exemple, tout ça. Et vous dites même dans votre papier, c'est aussi de regarder Internet, par exemple, de regarder Facebook, autre chose, ça peut être considéré comme du terrorisme. Oui. Avoir envoyé de l'argent à l'étranger, même en 2012, par exemple, aujourd'hui, peut suffire à être emprisonné. Il y a des cas très particuliers. Par exemple, Tashpolat Tayyip, qui est l'ancien président de l'université du Xinjiang, qui est docteur honoraire de l'école des hautes études en France, qui a été condamné à mort pour double face. Donc c'est pour avoir secrètement continué à défendre sa culture. C'est un personnage très important. Donc personne n'échappe à cela. Et on le dénonçait depuis longtemps. Il y a eu des rapports, il y a eu des témoignages, il y a eu beaucoup de choses. Et là, maintenant, depuis peut-être à cause de la crise du Covid, à cause des États-Unis qui sont en première ligne sur cette dénonciation, maintenant, il y a un véritable écho. Antoine Bourdaz, il y a vraiment un durcissement, on peut le dire de la part vraiment, actuellement, comme le disait tout à l'heure Nicolas Tenzer, depuis que Xi Jinping est au pouvoir, on assiste à un durcissement. Alors, la nature du régime chinois n'a pas changé avec Xi Jinping. Mais ce qui s'est passé depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping fin 2012, c'est qu'on a eu très distinctement une double concentration du pouvoir dans la société autour du parti et au sein du parti autour de l'élite et notamment autour de Xi Jinping. Et que la répression, que ce soit face à des minorités ethniques, mais que ce soit aussi face aux avocats des droits de l'homme, aux avocats du droit environnemental, aux féministes aussi, qui est un sujet très peu abordé, mais qui est extrêmement important en Chine, il y a eu une répression beaucoup plus forte, avec notamment l'utilisation également des nouvelles technologies, et d'où notamment ces mesures américaines qui visent à sanctionner, par exemple, non seulement des dirigeants chinois en charge de la répression au Xinjiang, mais aussi des entreprises, dont des entreprises de reconnaissance faciale, des entreprises de vidéosurveillance, qui sont impliquées de fait dans cette politique et dans cette répression au Xinjiang. Et là, on voit que c'est l'ensemble des acteurs du régime chinois qui sont de fait impliqués dans la mise en œuvre de cette répression.